mon nom est Maura Del Pero. Et j'ai commencé, ça fait 20 ans. Et j'ai commencé toute seule, autodidacte. Et j'ai acheté une caméra et j'ai commencé à faire des documentaires. Et ces documentaires ont commencé à être de plus en plus narratifs et jouer un peu avec la fiction, jusqu'au moment où je me suis dit, bah, peut-être tu as envie de faire de la fiction. Et donc, ça fait quelques années que j'ai fait mon premier film de fiction, qui s'appelle Maternelle. Et La Vermilion, c'est le deuxième film de fiction. Ça parle de mon histoire familiale, mais je ne pensais pas le faire. J'avais jamais pensé le faire. Et puis, mon père, il est mort et ça a changé un peu ma vision de la vie, de la famille. Et j'ai eu une sensation, un peu un besoin de regarder aux racines, de regarder un peu en arrière avant de continuer en avant. Et voilà, donc j'ai récupéré un peu de mémoire familière et de la zone, de cette région d'Italie. Et voilà, j'ai pris une inspiration presque documentaire, quoique voilà, c'est une fiction complètement. Je pense que ça peut avoir un sens parce que c'est un passé qui est encore en relation avec nous. C'est vraiment nos grands-pères, grand-mères. Beaucoup de spectateurs ont reconnu des récits qui ont reçu et c'est encore des gens qui, bah voilà, c'est dans le film, la mère du film, ça inspire à ma grand-mère et cette femme, c'est la femme qui a donné la vie à mon père, tu vois, donc c'est encore une relation, c'est pas un passé qui est plus en relation avec nous. Et je trouve que c'est un moment de l'histoire où on a fait un peu le passage à la modernité. Et donc, on voit qu'on est dans le passé, mais on voit déjà euh, les traits qu'on fait notre modernité. Donc, c'est vraiment notre avant-hier. Et donc, je trouvais intéressant ce passé-là. J'ai fait beaucoup de recherches documentaires, historiques à travers de photographies, de musées, tout ça, mais aussi à travers des entretiens avec les gens qui ont vécu leur enfance en ces années-là. Et donc voilà, je me suis documentée beaucoup pendant 2 ans pour chercher de recréer d'une forme, disons, correcte, philologiquement réaliste. Comment vous avez constitué le scénario sur 4 saisons? Parce qu'on commence avec l'hiver, après le printemps, etc. Et c'est en lien avec la musique de Vivaldi aussi, les 4 saisons. Bah, tout d'abord, c'était une décision qui avait à faire avec le fait que je sentais que dramaturgiquement, c'était intéressant que les films aient une limitation, un cadre précis. Et je sentais que pour la société rurale, le temps cyclique des 4 saisons, il est très important. Et ça me permettait aussi de raconter des faits qui avancent beaucoup, avec des ellipses très fortes, même visuellement. Quand tu passes de l'hiver au printemps, tu peux pas... Enfin, tu penses à l'heure du temps à passer. Et ça permet l'histoire d'avancer sans expliquer tout. Et bien sûr, Vivaldi, c'était la musique correcte. On s'est demandé après, avec le consultant musical, c'est quoi les disques que ce maître peut recevoir en haute montagne. Et bien sûr, c'est le plus connu, quoi. Donc, c'était aussi une question de dire, bah, il peut avoir des disques Vivaldi, des Chopin, tout ça. Et après, je dois dire que je me suis un peu inspirée aussi à une leçon qu'on m'a fait à l'école primaire. Et on a fait plein de leçons. Tous les jours, on ne se rappelle rien. Et du coup, cette leçon, je ne l'ai jamais oubliée. Et c'était justement le prof de musique qui nous avait fait écouter la musique. Et moi, ça m'avait frappé le fait que Vivaldi avait pensé qu'un son d'un violon, d'un instrument musical peut être un oiseau ou un vent. Et ça m'avait vraiment pris l'imagination.
Et quand tu réussis à faire ça à l'école, tu fais un grand geste éducatif pour la vie, parce que tu donnes vraiment la curiosité pour la culture. Et je pense que c'est intéressant que cet homme, en 1944, offre à des enfants de guerre la possibilité de dire on n'a pas trop à manger en ce moment-là, mais on a droit à la culture. C'est pas que pour quand on est en guerre, il faut vivre déprivé de toute beauté. Et je trouve que c'est un geste très beau, surtout pour un moment où la pédagogie était très dure. Ils se frappaient, les maîtres, ils se frappaient sur la main, il y avait de la violence. Et il y avait surtout une pédagogie très homologue. Et au contraire, lui, il cherche vraiment de le faire participer. C'est un homme très antique, mais très moderne à la fois. Ouais, la première référence, ça a été, comme vous disiez, la peinture, absolument. En particulier, Giovanni Segantini, surtout le Segantini de l'hiver, de la neige. Des peintres romantiques, Friedrich Courbet, pour cette dimension de l'homme dans la nature, dans la nature plus grande que lui. Et la sensation, le sublime, non, de savoir que la nature fait son cycle, que nous, on est important, mais pas autant. Et des peintres flamands, surtout pour les intérieurs. Et après, on a discuté beaucoup sur la couleur du film. Et là, ça a été plutôt une référence photographique d'une technique photographique du début du siècle passé qui s'appelle autochrome. Et, ces photos en blanc et noir c'était comme peint, avec peu de couleurs primaires. Très beau. Et je trouvais que ça, c'était intéressant parce que c'était vraiment la coprésence de passé-présent. Et justement, pour raconter cette époque de transition, je sentais que c'était une référence. Donc, on a travaillé un peu sur ça, avec des fonds très désaturés, avec peu de couleurs. Et ça, on l'a fait autant en photographie, mais aussi avec les coutumes, avec la direction de art. Disons, les quatre, on a travaillé sur ça. Et pour avoir une esthétique homogène. J'ai jamais des références cinématographiques directes, peut-être parce que je viens de la littérature, pas du cinéma. Et donc, c'est toujours un mix de littérature, musique, photographie. Bien sûr aussi des films, mais ça, c'est plus inconscient. Je pense que les gens qui ont fait une école de cinéma, ils sont plus conscients de leurs références. Moi, c'est ma nourriture. Et peut-être on se voit ce que j'aime bien manger. Ça sort. Mais c'est presque jamais direct. Bien sûr, comme vous disiez, Olmi. Bien sûr, Kiarostami. Et puis, peut-être des films spécifiques. J'aime bien Haneke, le ruban blanc. Je pense que c'était une référence pour le fait de raconter un peu une communauté, même si là, c'était la Première Guerre mondiale. Et des fois, tu vois, j'oublie même. Parce que après, je dis, ah oui, là je me rends compte qu'il y a eu une influence, mais c'est pas vraiment direct. Et peut-être Fanny Alexandre, pour le monde des enfants. Ouais. J'ai pas pensé à Fanny Alexandre, mais quand vous dites, c'est vrai que... Auteur enfant, ouais, pour le monde. Ouais. Le film montre les conséquences indirectes de la guerre sur la vie des femmes, surtout. Dans quelle mesure c'était important pour vous de montrer une condition de la femme dans l'époque ou même encore aujourd'hui, de nous montrer, en fait, de nous faire réfléchir sur la condition de la femme, la mère, la maternité? Tout d'abord, ça m'intéressait justement à raconter la vie ordinaire des gens ordinaires qui n'ont pas fait la guerre directement, mais que d'un côté l'ont vécu et l'ont souffert
comme les gens sur le champ de bataille. Donc, ces femmes qui devaient lutter pour que ces bébés ne meurent pas, pour la nourriture qui manquait, pour le froid, pour les maladies de la guerre. Et on ne les a pas racontées beaucoup dans les livres d'histoire parce que ce n'est pas les victoires héroïques qui sont passées à l'histoire, mais c'est vraiment le jour à jour des gens qui ont fait la guerre, et bien sûr, surtout les femmes, parce que c'était une société voilà, où les hommes, toute une partie de hommes n'étaient pas là, et elles restaient et elles devaient faire continuer la société. Et bien sûr, c'est intéressant de voir, même pour moi comme femme et réalisatrice, de voir ce qu'on a été avant et ce que la société nous a demandé être avant. Et la mère du film, c'est ma grand-mère. C'est quelqu'un qui n'est jamais sorti de sa cuisine et qui a été enceinte pour 20 ans, qui n'a jamais eu à travailler toute sa journée sans voir un sou. Bien sûr, elle avait pas de l'argent à soi, elle n'avait pas de décisions à soi, elle se demandait pas c'était quoi ses désirs. Elle était un corps reproductif pour la société, pour la famille. Déjà, ses filles, mes tantes, les filles du film, on voit qu'il y a un passage de la génération, que c'est déjà des femmes qui commencent à se demander qu'est-ce que je pourrais faire être, est-ce que je peux, qui regarde au père en disant lui il travaille et il a une famille, c'est intéressant ça, on pourrait faire ça. Mais bien sûr c'est encore une génération qui lutte avec ses désirs et qui ne légitime pas vraiment ses désirs, qui ne légitime pas à la sexualité. Un personnage comme Ada, elle regarde le même livre que le père. Le père le fait avec aucun sens de culpabilité, en fumant une cigarette. Et elle doit se punir avec des punitions atroces, quoi. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'a pas des désirs. Elle les a, elle le vit, mais puis elle doit se punir. Donc ça raconte beaucoup, voilà, combien de temps ça a pris aux femmes de auto-légitimer. Parce que si tu nais dans une société qui te demande de ne pas avoir des désirs, bien sûr, tu ne penses pas que tu peux. Après, là maintenant, bien sûr, ça change, ça continue à changer. Mais c'est intéressant de ne pas oublier que c'était vraiment avant hier. Et donc, d'un côté, on a fait une révolution. De l'autre, des fois, on écoute des choses incroyables, comme si on voulait retourner en arrière. Tu dis, vous êtes fous. Et donc, c'est important aussi l'histoire, c'est toujours importante. Hein, c'est de ne pas oublier. Après, c'est un patriarche pas carré. C'est quelqu'un qui est... nous, de notre point de vue, on les déteste, bien sûr, mais on l'aime aussi parce que c'est pas... Parce que des fois, effectivement, on a raconté ces patriarches comme... c'était... Mais des fois, c'était aussi des personnes sensibles, mais qui... eux aussi, ils avaient le rôle que la société leur donnait. Et des fois, c'était lourd pour eux aussi. Bien sûr, c'était un lieu privilégié. Hein. Je me rappelle, ma grand-mère, elle disait vous ne devez pas vous marier, c'est une connerie. Parce qu'elle voyait mon grand-père qui retournait du bar où il avait lu le journal, il avait fumé, il avait parlé, il avait discuté de politique et elle avait travaillé toute la journée avec les enfants, en cuisinant. Mais à la fois, c'est vrai que c'était pas beau d'être un patriarche. Là, maintenant, les hommes, ils ont la possibilité de faire des erreurs, de pleurer, Là, par exemple, le maître, le père du film, il se permet pas d'avoir pas compris, par exemple. C'est un roi qui perd sa couronne pendant le film. Et en face de la société, il n'a pas su défendre sa fille. Il n'a pas su voir. Elle se sent un peu qu'il a... Voilà, c'est vraiment sa chute. C'est vraiment...
il entre dans une espèce de dépression parce pensaient aussi qu'ils devaient défendre les femmes. Là, heureusement, on pense que chacun se défend pour soi-même, quoi. Et Vermiglio a été projeté pour la première fois à la Mostra de Venise et a gagné le Grand Prix de jury. Quelle expérience c'était pour vous de participer à la Mostra de Venise et avoir ce prix-là? Merveilleuse. Ça a été une très belle expérience, un très beau jury et qui a compris le film, qui l'a aimé. Et c'était aussi très belle la première parce qu'on a réussi à porter tous les enfants, tous les adolescents sur les tapis rouges, tous les gens de la vallée. Donc, il y avait ce tapis rouge, plein des acteurs, des actrices très connus, très glamour. Et puis, il y avait tous les enfants de Vermilion. Et ça a été très beau. Mais bien sûr, les enfants et les ados, ils sont tous nos professionnels. Et ça a été sa première expérience devant la caméra. Elle avait eu un petit peu... elle avait fait un peu de théâtre, un peu de danse. Elle voulait être actrice, mais elle n'avait pas vraiment d'expérience. C'est une fille de la région. Mais elle a un grand talent. Elle a gagné un prix à Venise comme découverte comme actrice. Moi, je voulais revenir rapidement sur le travail documentaire, parce que vous avez passé 2 ans sur ce travail-là. Et donc, on imagine qu'il y a un travail purement documentaire, historique, on va dire, mais qu'il y a aussi un travail plus intime, parce que c'est une histoire familiale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce double travail documentaire? Et je vais prolonger la question, parce que c'est la dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi si vous êtes finalement aussi à l'aise entre le documentaire et la fiction, parce que l'un comme l'autre, quelque part, peuvent trahir votre réalité? Et tout d'abord, le passage du documentaire à la fiction a été un passage assez organique. Parce que quand je faisais des documentaires, ils me disaient qu'ils paraissaient des fictions. Et là que je fais des fictions, ils me disent qu'ils paraissent des documentaires. Ce qui est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire que je pense qu'il y a cet amour pour la réalité qui est là, qui bien sûr, comme tu dis, c'est toujours une trahison. Mais c'est aussi une lutte pour chercher de s'approcher, d'être le plus proche possible. C'est une représentation. Il y a une caméra, donc quand il y a une caméra, il y a une représentation. Mais c'est aussi une lutte intéressante qu'il faut continuer à chercher de faire avec un sens éthique et bien sûr d'un langage cinématographique qui soit le plus possible organique et respectueux du matériel qu'on raconte. Et la première question, en fait, tu sais, ça a été un peu là aussi, comme quand on dit documentaire fiction, là aussi ça a été d'un côté, ma forme de faire recherche, à avoir... je vais pas... bien sûr, je lis des livres et tout ça, mais je cherche de faire de recherche le plus humaine possible, avec les sources les plus directes. Et donc, du coup, faire un entretien avec ma tante, qui a 93 ans, c'était intimité et à la fois... recherche documentaire historique, quoi. Parce elle est une représentante de ce siècle. Donc, en fait, j'ai commencé par ma famille et pour tout ce que je pouvais rappeler, demander, retrouver dans les archives photographiques de la famille, dans ma maison ou dans les souterrains où il y a encore des objets, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, comme des cercles, je suis arrivée au village, à la vallée, et donc ça a été plus, si tu veux, de la société, mais c'est tous des gens qui ont vécu ça en première personne, donc en fait, il y avait toujours de l'intimité, même si les degrés augmentaient des distances, mais ça a été jamais très théorique ou très loin. Donc, les deux choses, se sont nourries beaucoup.